Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Hawa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises. Puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation. Puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Hawa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. Comment les aider? Déjà, il y a des associations et des forums qui sont faits pour ça. Dans le 93 ou autres, il y a énormément d'associations qui viennent en aide aux jeunes qui n'ont pas forcément d'emploi. On pourrait vraiment opter pour un meilleur cursus pour les accompagner vraiment dans l'accompagnement des CV, des lettres de motivation. Leur donner plus accès à des grandes études plutôt que seulement des études à la fac. Nous, dans notre école, par exemple, ce qui nous aide, c'est qu'on a dès la première année des stages jusqu'à la 5e année. Ça nous permet d'être vachement professionnalisés, de savoir vraiment concrètement ce à quoi le monde du travail ressemble. Il faut plus parler d'orientation au moment du collège et du lycée parce que souvent, il y a des jeunes qui se retrouvent en filière générale alors qu'en fait une filière pro là, aurait été plus adaptée pour eux. Et c'est juste dû à un manque de connaissances. Ils pensent que la voie la meilleure c'est la voie générale alors qu'en fait pas du tout. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur l'atelier Je sensibilise les équipes. Donc, nos intervenants vont vous donner leurs bonnes pratiques et leurs tips pour pouvoir vous aussi
insuffler la diversité au sein de vos équipes, parce que comme l'a dit Saïd Amouche ce matin en introduction de la plénière, il n'y a pas de croissance sans inclusion, bien sûr, mais il faut que cette inclusion et les pratiques diffusent dans toutes les strates de l'entreprise, bien sûr. Il ne s'agit pas de le décider, il ne s'agit pas simplement que le COMEX le décide, il faut le mettre en œuvre, et ce sont les équipes qui sont à l'œuvre. Donc je cède la parole à notre première intervenante, Sandrine Bruisson. Vous êtes DRH internationale de Workday, dont l'activité est la gestion des RH, de la finance et de la planification dans le cloud. Et vous avez la tâche de gérer 2000 salariés répartis entre l'Europe et l'Asie, dont 250 en France. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez sensibilisé les équipes à l'inclusion, Sandrine? Bonjour à tous. Donc chez nous, on a plusieurs options pour sensibiliser nos équipes et nos collaborateurs à l'inclusion. Je ne vais pas toutes les élaborer parce qu'on a quand même que 45 minutes, mais une des principales actions que nous avons mises en place sur les dernières années, c'est le mentorat. Donc on travaille avec différentes associations basées en France notamment, qui nous permettent du coup en partie d'éduquer nos salariés, de leur ouvrir l'esprit sur ce qu'est l'inclusion. Et le mentorat, ça peut passer par plusieurs aspects. Donc ça peut être par juste être mentor d'un salarié, d'une personne qui veut améliorer son anglais ou pratiquer son anglais. Donc on le fait avec l'association Sport dans la ville, qui je crois d'ailleurs est présente. Et nos salariés dédient 1 heure par semaine pour discuter avec des jeunes ou moins jeunes pour améliorer leur anglais. On a aussi d'autres options qui sont beaucoup plus impactantes, comme être mentor d'une personne qui est en recherche d'emploi ou qui a besoin de regagner confiance en soi dans son travail de façon à obtenir une promotion ou autre. Et cette option, on la développe, on donne l'opportunité à nos salariés de le faire. Dans notre entreprise, en plus, on leur donne des heures de volontariat aussi qui peuvent être déclarées et reconnues comme telles au sein de notre société. Et ce mentor apporte énormément aux salariés parce que du coup, comme je le disais au début, ça leur ouvre l'esprit de connaître d'autres environnements auxquels ils n'ont pas forcément accès. Parce qu'on est quand même dans une entreprise, on est quand même dans un petit cocon, on sait comment ça fonctionne, on connaît les démarches, etc. Des personnes n'ont pas accès à ça. Donc du coup, leur ouvrir la porte, leur ouvrir l'esprit sur ces personnes qui n'ont pas forcément ces accès, et aussi leur ouvrir aussi leur network, c'est toujours, leur réseau, pardon, c'est toujours important. Et en plus de ça, moi, le retour que j'ai de nos salariés, je me rappelle d'une personne en particulier qui avait suivi une personne qui cherchait un boulot dans la finance. Donc, il a commencé à être mentor de cette personne avant la pandémie. Pendant toute la pandémie, du coup, toujours en recherche d'emploi. À la fin de début 2021, cette personne a trouvé un poste en finance. Et le retour que j'ai eu, c'est du salarié, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Moi, j'ai eu l'option d'être dans une grande école, de trouver tout de suite un poste, parce que j'avais le réseau associé. Et là, le fait qu'il a pu aider, qu'il a constaté les déboires que ces personnes avaient à justement trouver un travail parce qu'elle venait d'un environnement compliqué ou autre, ça lui a apporté énormément. Et du coup, maintenant, il va encore donner plus de son temps quand il le peut à d'autres personnes. Donc, c'est une des manières de sensibiliser nos salariés en entreprise à l'inclusion. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous propose qu'on se garde un temps d'échange à l'issue des différentes prises de parole, témoignages. Juste une question, combien vous avez de salariés qui sont impliqués dans l'action ? Je vous avoue que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais qu'en plus, ça dépend des mentorats qu'on met en place. Donc, je sais que pour l'anglais, on avait une 50aine de salariés qui dédiaient 1 heure par semaine. C'était en France et Europe, sur ce mentorat particulier dont j'ai parlé, qu'on avait mis en place en 2019-2020, je sais qu'on avait une dizaine de salariés en France seulement qui avaient justement donné leur temps, parce que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus prenant, qui avaient dédié leur temps à une dizaine de personnes. Et pareil, on avait travaillé avec une association, l'association FACE, qui justement aide les personnes dans l'inclusion,
qui sont exclus à être un peu plus inclus. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Je vous propose de passer à un outil pratique maintenant pour mesurer l'inclusion. Inès d'Auvergne, vous êtes experte diversité et inclusion depuis, on peut le dire, 18 ans au moins. Longtemps. Et vous êtes cofondatrice de la société de conseil Me and You Too en 2018. Et vous avez un outil pratique, un outil moderne, un outil digital. Oui, effectivement, en fait, l'idée quand on a cofondé Me and You Too, donc avec mon associé Carole, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut favoriser l'engagement individuel des salariés sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut agir sur les comportements au quotidien de chacun et de chacune pour garantir des cadres de travail qui soient vraiment inclusifs. Et donc, pour ça, on a développé un outil digital, en fait, qui est une web app qui est basée sur des mises en situation concrètes. Et donc, les salariés sont amenés à se positionner sur un certain nombre de mises en situation où on leur demande de choisir ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été confrontés à cette situation. Et ils obtiennent, en une dizaine de minutes, quel est leur rapport à l'inclusion, avec un certain nombre de pistes de progrès qui sont complètement individualisées en fonction de leurs réponses. Donc c'est un outil digital qu'on peut soit utiliser seul, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va communiquer assez largement, et on a notamment parmi nos entreprises qui utilisent cette solution Crédit Mutuel qui l'a lancée au mois de septembre, et sur 45 000 salariés, aujourd'hui, ils sont à 33 000 salariés qui ont passé l'application. Donc il y a eu un vrai engouement en fait autour de cet outil. Donc ça peut être des passations un peu en autonomie pour poser le sujet et créer la discussion sur la base de situations concrètes. On a d'autres entreprises dans lesquelles ça va être intégré dans un dispositif de formation. Donc en fait, c'est un vrai outil pédagogique qui fait notamment que les gens vont pouvoir se challenger sur leur pratique. Parce qu'on pourra en reparler tout à l'heure sur les tips. Mais je pense que quand on forme sur ces sujets de diversité et d'inclusion, ce qui est particulièrement fondamental, c'est de rendre le sujet concret. Si on se borne à sensibiliser les gens en disant la diversité c'est super, c'est génial, ça crée de la richesse et de la performance, en général on a une adhésion totale, tout le monde est toujours très pour les sujets de diversité et d'inclusion. C'est difficile de ne pas être pour ces initiatives. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, au quotidien, dans mes pratiques concrètes ? Et quand je suis confrontée à une situation, est-ce que je suis en capacité de mettre à distance mes biais, mes préjugés ? Est-ce que je suis en capacité d'avoir des comportements inclusifs ? Ou est-ce que j'ai des axes de progrès ? Et donc, ce que je disais, c'est que ça peut s'utiliser soit seul, soit intégré dans des dispositifs de formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on propose aussi aux managers des kits pour qu'ils puissent eux-mêmes animer cet outil avec leurs équipes. Parce que l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des discussions, des échanges et des partages au niveau d'une équipe directement, notamment pour qu'on puisse rediscuter ensemble le cadre et faire de cet outil-là, justement, une occasion de rendre le sujet extrêmement concret. Merci beaucoup Inès. Donc la rencontre entre le digital et l'application concrète. Est-ce que parfois vous avez des résistances de la part des salariés ? Alors, il peut, très clairement, il peut y avoir certaines personnes qui sont surprises par leurs résultats. On peut avoir des gens qui expriment des inconforts ou des interrogations en disant « moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec cette situation ». C'est aussi le but. On a vraiment choisi d'avoir des situations qui sont co-construites avec l'entreprise pour que ça parle au maximum aux salariés. Et on a vraiment le postulat de se dire, encore une fois, il ne faut pas toujours rester trop consensuel sur ces thématiques en ne proposant que des situations sur lesquelles la bonne réponse est évidente et qui font l'unanimité. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment se challenger sur des sujets qui sont un petit peu plus compliqués et dont il faut justement pouvoir discuter. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous évoquiez tout à l'heure Crédit Mutuel Arkea, donc je passe la parole à Benoît Pradeux. Benoît, vous êtes DRH Group, responsable diversité et QVCT, donc chez Crédit Mutuel Arkea. 21 filiales partout en France, un gros cluster en Bretagne, si je puis dire, et puis 11 000 salariés dans le giron, évidemment secteur banque, assurance. Comment est-ce que chez Crédit Mutuel Arkea, on sensibilise les équipes ? Alors, je pense tout d'abord que cette sensibilisation, elle doit faire partie d'un plan d'action global, stratégique. On est passé entreprise à mission il y a peu de temps, donc forcément, on met la sensibilisation comme un thème clé.
Mais ça, il me semble que c'était l'atelier précédent sur « je définis ma stratégie ». Donc plus sérieusement, je vais aller sur la sensibilisation des équipes. Je vais reprendre 2 choses significatives chez nous. Quand on a parlé de sensibilisation, il y a de l'éducation derrière ça. Et on l'a repris ce matin et ça me semble important. C'est de mettre en lumière un petit peu ce qu'on entend par cette diversité et cette inclusion. Et chez nous, de manière aussi très très claire, on s'est dit qu'on devait favoriser l'engagement des collaborateurs sur le sujet. Donc on a choisi dès le départ de s'appuyer sur une communauté d'ambassadeurs pour pouvoir justement sensibiliser plus largement, avoir une force de frappe qui soit encore plus forte justement que simplement la DRH Group sur ces sujets. Et donc, on a choisi de pouvoir permettre à chacun d'être soit un relais d'information sur le sujet, soit d'aller un petit peu au-delà, d'animer des choses, d'animer des ateliers, de prendre part aux décisions de fixation de KPI, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, on s'appuie sur environ 480 personnes sur ces sujets-là, qui font ça un petit peu au-delà de leur mission par conviction. Et pour moi, ça me semble extrêmement important de se dire c'est de la conviction commune sur le sujet. Et mon deuxième exemple, il sera assez spécifique. On a choisi, là aussi, d'avoir une journée dédiée sur la sensibilisation sur le sujet de l'inclusion. Donc tout ce qui peut être biais inconscient, stéréotypes de genre, etc. Et donc on a soumis la possibilité à nos collaborateurs de passer une journée sur le sujet. Donc nos 11 000 collaborateurs ont pu suivre cette sensibilisation, cet atelier-là, qui était lui-même atelier par des ambassadeurs dédiés. Donc au-delà de simplement un formateur de métier, on avait quelqu'un qui était absolument convaincu du sujet et qui pouvait rayonner après un petit peu autour de tout ça. Donc l'essaimage vertueux entre collaborateurs. Et alors, est-ce que chez vos ambassadeurs, il y a plus d'ambassadeurs ou plus d'ambassadrices ? On est plutôt paritaire. Effectivement, justement, c'est un vrai sujet sur lequel on a voulu s'engager plus fortement. On a la chance d'avoir un COMEX, une DRH qui sont extrêmement impactés et impliqués sur ces sujets-là. Donc on voulait être absolument paritaire et avoir beaucoup de monde sur le sujet, puisqu'on a plutôt acté le premier sujet sur l'égalité homme-femme. Et donc on a beaucoup embarqué les hommes aussi, et c'est un vrai sujet. Et maintenant, on est en train de s'ouvrir. On veut aller vers plus de diversité aussi. Fort des bons résultats et des constats qu'on a menés sur ce sujet-là, on s'ouvre. J'étais intéressé tout à l'heure d'entendre, par exemple, sur de l'inclusion de la santé psychologique, des choses dont on a peut-être un peu moins entendu parler ce matin. Ben voilà, c'est typiquement les prochains enjeux qu'on veut mener un petit peu chez nous. Eh ben, j'en profite parce qu'on a un tout petit peu de temps là-dessus. Vous m'aviez parlé justement d'un programme destiné à promouvoir les carrières féminines aussi en interne. On peut peut-être en dire un mini-mot parce que je trouve ça extrêmement original et puis tout à fait raccord avec le sujet. Oui, absolument. Alors, très simplement, on a la volonté claire de promouvoir l'accession à certains niveaux d'emploi aux femmes chez nous, parce qu'on a établi un diagnostic, un plan d'action. On sait qu'on a des choses à faire. Et donc, typiquement, on s'est appuyé sur une étude sociologique qui avait été menée au sein du groupe et qui avait prédéterminé 4 personas, donc des portraits robots de femmes chez nous, du profil qui est vraiment à l'entrée dans nos murs jusqu'à la prise de responsabilité très élevée COMEX. Et sur le sujet, on a mis 4 programmes en place, pilotes, pour les accompagner. Donc ça va aller de la mise en réseau, de l'apprentissage du marketing de soi, à du coaching personnalisé, à du mentorat dédié, et à aussi, par exemple, le fait de pouvoir coopter quelqu'un dans un périmètre presque de cadre de direction qui disait quelle est la femme qui vous a marqué cette année ? Et on avait un vote qui se passait, dont on a une représentante dans la salle qui a porté le sujet, pour justement aller promouvoir ça dans des canaux qui soient complémentaires avec ce que vous connaissez, sur des revues d'effectifs et ce genre de choses, mais sur des choses un petit peu plus disruptives et un petit peu plus originales. Et je trouve que ça rejoint beaucoup de choses dont parlait Inès sur, finalement, qu'est-ce que moi, au quotidien, je peux faire à mon niveau pour m'engager sur ce sujet. Eh ben, merci pour cette belle pratique, pour cette inspiration. Peut-être la parole à une autre femme inspirante, Chantal Dardelet. Chantal, vous êtes directrice exécutive de la démarche de transition environnementale et sociétale de l'ESSEC. Bon, l'ESSEC, on ne la présente plus, mais bon, on mentionne quand même que c'est une des plus grandes écoles de commerce et de gestion française, fondée au début du XXe siècle, dont le campus principal est à Cergy, et vous formez un peu plus de 5000 étudiants par an.
qui sont les futurs dirigeants de nos entreprises et peut-être à l'international. Et alors, Chantal, avec l'ESSEC, vous avez développé un outil pratique, original, que vous proposez à la fois à vos étudiants et à la fois à vos entreprises partenaires. Exactement. Merci Anne. Je ne me balade plus jamais sans mon jeu de cartes désormais. C'est la fresque de la diversité dont je vous dis 2 mots. 4e étage de la politique diversité et inclusion, puisque comme vous dites, quel que soit le type, l'outil, il ne fera sens que s'il fait système avec autre chose. Et c'est donc un outil que l'on a créé pour sensibiliser et former 100% de nos étudiants aux questions de diversité et inclusion pour toutes les bonnes raisons qu'on entend depuis ce matin. Et on se dit que si en sortant de notre école, ils ont finalement les compétences, et j'aime bien parler dans ce registre-là, de diversité et d'inclusion, demain dans vos organisations, ils doivent évidemment pouvoir aider à faire bouger les lignes et justement à mettre en œuvre les plans d'action. Je disais que c'est le 4e levier. Pourquoi ? Parce qu'on a une démarche alors très expérimentale, walk the talk, comme dit mon chef, qui a démarré il y a 20 ans, où on a commencé par un premier dispositif qui est devenu d'ailleurs les cordées de la réussite, tutorat étudiant. Je me tourne vers vous parce que vous parliez du mentorat. Nous, ça fait donc 20 ans que nos étudiants sont impliqués dans des programmes d'égalité des chances basés sur du tutorat étudiant, parce qu'on pensait que si on accompagnait des collégiens et des lycéens dès cet âge-là vers les études supérieures, on augmenterait notre vivier de candidats et on aurait plus de diversité. Surtout en se débrouillant pour que les dispositifs, donc celui-là, le premier s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi, soit essaimé vers d'autres écoles. Je me tourne ici parce que je vois des collègues de l'enseignement supérieur. Et ça a assez marché. Globalement, finalement, on œuvre avec humilité, mais avec beaucoup d'engagement, à augmenter le vivier de diversité à l'entrée de nos formations. Donc nécessaire, pas suffisant. D'où la nécessité du 2e levier, modifier les recrutements, puisqu'il ne suffisait pas qu'ils frappent à la porte pour réussir à y entrer. On connaît le niveau d'exigence et on va garder ce niveau d'exigence-là. En revanche, en s'efforçant d'enlever tout ce qui pourrait nuire à l'inclusion. Ce fut un 2e levier. Puis on s'est dit, tout va bien. Mais non, arriver dans l'école, et je pense que vous pouvez sans problème faire le parallèle avec vos organisations, comment on fait pour qu'ils y prennent pleinement leur place, qu'ils s'y sentent bien, et on parle de ça depuis ce matin aussi, et qu'ils soient non seulement reconnus finalement dans le respect de leur diversité, et aussi pleinement contributifs au groupe. Plein d'actions là-dessus aussi. Et on s'est rendu compte qu'il fallait un 4e levier, et c'est là que mon petit jeu intervient, qui est de dire il faut qu'on change aussi le logiciel de tout un chacun, parce que les nouveaux venus peuvent faire tous leurs efforts pour essayer de prendre la place, encore faut-il qu'on leur laisse. Donc on a créé cet outil fort de l'impact que nous sommes nombreux à avoir vu de la fresque du climat, et par un jeu de cartes qui permet de créer des ateliers d'intelligence collective d'une dizaine de personnes, notamment de comprendre les leviers de cause à effet. Finalement, on sensibilise tous nos étudiants aux enjeux de biais cognitifs, de stéréotypes, qui conduisent aux discriminations, les différentes discriminations, volontaires, involontaires, l'impact sur la société dans son ensemble, sur les organisations en particulier, et bien sûr les pistes de solutions à titre individuel, à titre organisationnel, à titre sociétal au sens large. Donc ça, c'est la raison d'être et l'origine de cet outil, c'est de transformer nos étudiants. Et puis là, on s'est rendu compte que si c'était bon pour nos étudiants, c'était peut-être pas mal non plus pour les autres étudiants. Et dans la foulée, il y a une 50aine d'écoles d'ingénieurs, écoles de management, de la conférence des grandes écoles qui sont intéressées à l'outil. Et puis ça fait son petit bonhomme de chemin. Et globalement, il faut plutôt se dépêcher, parce que le challenge, c'est aujourd'hui qu'il se joue. Et puis on a croisé aussi beaucoup d'entreprises, comme celle représentée ici, qui se disent, mais finalement, 3 heures pour sensibiliser massivement nos collaborateurs et aussi nos managers en particulier, mais parfois le COMEX, quand ça coince encore de ce côté-là, c'est pas mal aussi une petite injection, quitte à ne pas être toujours dans le consensus, et je peux vous dire que parfois ça bouge beaucoup, et ben c'est peut-être un passage obligé. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui se cache derrière cet outil, dont on pourra peut-être reparler plus en détail. Avec plaisir. Donc, la fresque mode d'emploi, on attend d'en savoir un peu plus. Et puis, vous l'avez mentionné, effectivement, l'importance aussi de diffuser au plus tôt auprès des jeunes, auprès des futurs étudiants, mais aussi des élèves. Alors, pourquoi pas une fresque de l'orientation. Et là, je fais un clin d'œil à Christelle Mélé-Génin. Christelle, vous avez fondé l'association Job IRL, Job IRL comme In Real Life, qui est le premier réseau social d'orientation qui connecte plus de 100 000 jeunes et professionnels pour aider ces jeunes à construire un projet professionnel ambitieux et réaliste.
Et comment est-ce que votre outil peut aider les entreprises, les RH ici présents, à sensibiliser leurs équipes ? Oui, alors en effet, donc chez Job IRL, on travaille sur les plus jeunes, c'est-à-dire que nos premiers bénéficiaires, je dirais, sont élèves en 5e, mais après, on a des programmes qui accompagnent des jeunes jusqu'à 30 ans, donc vous voyez, c'est assez large, hein, de la 5e à 30 ans. Et en effet, pourquoi aujourd'hui on parle... C'est une question que je me suis posée hier. Je me suis dit, dans le fond, inclusion, c'est l'opposé de l'exclusion. Et pourquoi on exclut des publics ? Parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on exclut des publics, notamment des jeunes, parce qu'ils n'ont pas la bonne formation, parce qu'ils n'ont pas les codes de l'entreprise, parce que... alors. On dit aussi, ils n'ont pas le bon nom, ils n'ont pas la bonne adresse. Mais tout ça, ça renvoie aussi beaucoup à des a priori. Parce que pourquoi quelqu'un qui habite Gonesse ou Sarcelles aurait moins les codes de l'entreprise que quelqu'un qui habite Neuilly ou Paris 16e ? Ça prouve que les gens ont des a priori. Et donc, en fait, faire de l'inclusion, c'est aussi changer ces a priori. Et donc, moi, je crois beaucoup... Alors, les grandes théories, moi, j'ai rencontré plein de DRH depuis 10 ans. J'ai lancé Job IRL il y a 10 ans. Qui disent, mais alors on a plein de programmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il doit y avoir plein de DRH ici qui font plein de choses, qui bougent. Et en même temps, souvent, ils disent, mais le problème, c'est que mes managers continuent à recruter dans leur ancienne école, ils continuent à recruter dans le quartier, ils continuent, voilà. Et j'ai entendu ça des dizaines, voire des centaines de fois. Et donc, moi, je pense que ce qui est important, pour changer ces a priori, on ne peut changer ces a priori que quand on est dans la rencontre, que quand on vit soi-même des émotions. Et vous voyez, depuis ce matin, je suis arrivée et je suis hyper contente parce qu'on a un stand au rez-de-chaussée et j'ai 2 entreprises qui sont venues me voir en me disant « Ah, la semaine dernière, tu nous as fait faire un forum métier avec des secondes bac pro d'un lycée professionnel de Saint-Denis. Donc, entre nous, on était sur un public qui n'a pas les codes de l'entreprise, qui n'a pas un diplôme qui va être facile à valoriser, qui a pas beaucoup de choses, des jeunes qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas les familles pour les accompagner, qui n'ont pas plein de choses. Mais ils en ont quand même suffisamment, puisque ces 2 entreprises, pour les citer, c'est Engie et Nexity, qui m'ont dit, mais on a pris un stagiaire, parce que chacune m'ont dit à leur tour, il y en a un qui avait l'air hyper motivé, donc on va le prendre en stage. Et donc c'est là où, à ce forum des métiers, on avait des collaborateurs qui ne sont pas des DRH, donc grâce à Job IRL, puisqu'on a un réseau social, donc comme le disait Anne, on est 100 000 membres, dont 7 000 professionnels. On monte des forums métiers un peu partout en France maintenant. Donc on invite des collaborateurs d'entreprise à s'engager, à venir. Et donc ces rencontres sont vraiment l'occasion. Alors elles peuvent se faire en ligne, puisque notre réseau social est fait pour faire de l'échange en ligne, ou elles se font dans nos activités sur le terrain. Et donc moi je crois beaucoup à la force de la rencontre, parce que à chaque forum métier, au début, chacun se regarde un peu en se disant « Oh là là, c'est jeune, c'est peut-être pas gagné ». Les jeunes sont hyper timides, n'osent pas échanger avec les professionnels. Et à chaque fois, et parce que ça marche à tous les coups, à la fin de la matinée, j'ai des professionnels qui me disent « Ah, mais il y en a un, il était super, il était vraiment bien ». Ou une semaine après, on me dit « Ah oui, ça vaut le coup d'aller voir ces jeunes parce que vraiment, en fait, ils sont motivés, ils sont ceci, ils sont cela ». Et donc, moi, je crois beaucoup à cette force pour changer les a priori, les grands discours, les concepts. En fait, ça ne fait pas vraiment changer les mentalités tant qu'on n'est pas dans l'échange, dans l'émotion, qui là va vraiment permettre aussi de travailler à tous les étages, parce que quand dans une entreprise, vous avez des centaines de collaborateurs qui deviennent mentors, donc qui, je dirais, se frottent régulièrement à ces jeunes pour échanger avec eux, qui les voient évoluer, et le jour où ils vont recevoir un CV qui n'aura peut-être pas la bonne adresse, qui n'aura peut-être pas le diplôme parfait, qui n'aura peut-être pas ceci, cela, ça permettra aux collaborateurs de se dire tiens, je vais quand même le recevoir, je vais lui donner sa chance. Et si en plus ce jeune a la chance d'être accompagné par des structures comme les nôtres, là, en plus, on lui a donné plus de codes, parce que c'est ça aussi le but. C'est que les 2 parties doivent évoluer, je dirais. Pour faire de l'inclusion, il faut que le jeune progresse avec peut-être des diplômes plus adaptés, avec plus de codes, avec plus ceci, plus cela, des CV mieux faits. Et l'entreprise doit faire évoluer ses mentalités, et chaque collaborateur doit faire évoluer ses mentalités. Et donc, je pense que par cette rencontre massive de jeunes et de professionnels, là, on est vraiment dans une approche systémique qui peut permettre de faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, je dirais, le sommet aujourd'hui montre qu'il y a quand même, moi je suis
épatée de la foule qui est là aujourd'hui. D'ailleurs, certains n'ont pas pu rentrer, c'est génial. Et donc, mais non, mais c'est chouette. Enfin, c'est triste pour eux. C'est triste pour eux, mais c'est génial de se dire qu'il y a autant de gens qui veulent faire évoluer les choses maintenant, ce qui était moins le cas il y a 10, 15, 20 ans. Chantal, tu peux en parler parce que voilà, tu es là aussi depuis longtemps, on est tous là depuis longtemps. Et c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus de monde, donc ça devient systémique. Donc l'inclusion est en marche, vive l'inclusion. Donc on a vu que l'inclusion passait par la conscientisation, par des outils, par des jeux, par des pratiques, et que pour qu'elle arrive vraiment au changement systémique, tous les collaborateurs de l'entreprise, à toutes les fonctions, ont leur rôle à jouer. Donc ça c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire que tout le monde a sa place dans cette construction et dans cette mission. Et peut-être avant de vous laisser la parole, parce que vous avez sans doute plein de questions à poser à nos intervenants, est-ce que les uns et les autres, vous auriez peut-être un petit tips magique à donner à nos différents intervenants? Madame, on va peut-être commencer par dans l'ordre. Hein. Sandrine, s'il te plaît. Peux-tu nous partager ton tips magique qui va faire la différence? Alors moi de mon côté, je dirais c'est toujours bien quand ça vient de la direction, puisque ça veut dire qu'on aura le support des équipes et de la direction et qu'on pourra mener à bien les projets qu'on veut mettre en place en tant qu'RH. Après, en tant qu'RH, on peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur les collaborateurs. Enfin, je crois que vous avez dit, de votre côté, vous avez des ambassadeurs. Nous, c'est un peu la même chose. On utilise nos salariés et on leur demande de porter la bonne parole, si je peux le dire comme ça. Donc, de parler des actions qu'ils ont faites, de parler du mentorat qu'ils sont en train de mettre, qu'ils ont mis en place ou qu'ils ont partagé, de partager leurs expériences aussi quand ils ont fini d'être mentors avec une personne qui a réussi, d'en parler autour d'eux. Donc c'est ce que je dirais, continuez à utiliser vos salariés parce que vous pouvez pas faire seul. C'est un email de la RH qui s'en va en disant oui, on aurait bien aimé avoir des mentors, c'est pas super. Vous prenez un salarié qui parlera de son expérience, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc, ce serait mon petit tips pour vous dans votre entreprise. Merci pour ce tips précieux. Inès, votre tips? Alors oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il faut déjà avoir conscience que l'outil miracle n'existe pas. C'est-à-dire que quelle que soit la pertinence, l'efficacité des outils que vous pourrez utiliser, une seule action qui transformerait une culture d'entreprise de façon définitive, ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc je pense qu'il faut se dire que c'est une démarche de progrès continu, il faut faire preuve de constance, multiplier les occasions d'en parler au fur et à mesure des années, parce qu'on est sur des vraies démarches de transfo culturel. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Et le deuxième, mais ça a été évoqué, mais je pense que c'est pareil, c'est fondamental. Ce projet ne doit pas être le projet des RH. Ça doit être un projet d'entreprise. C'est une thématique managériale avant tout dans les pratiques managériales au quotidien. C'est un sujet de culture d'entreprise qui doit animer chacun et chacune des collaborateurs dans ses différentes actions et dans sa façon de se comporter. Et donc, il faut faire en sorte que la fonction RH, elle soit là en appui, qu'elle l'accompagne, mais qu'elle ne soit pas monsieur ou madame diversité qui serait tout seul dans l'entreprise sur le sujet, sinon ça ne prend pas. Donc, ne pas faire seul et pas de top-down. Merci beaucoup, Inès. Benoît, votre petit tuyau? Il y en a un, c'est de dire, quand on a des bons résultats, ne pas croire que c'est acquis. Et se dire qu'il faut qu'on reste volontariste sur le sujet. Donc, on a besoin de maintenir une certaine pression sur ces thèmes. C'est mon avis personnel. Et le deuxième, c'est aussi de se dire comment je peux nourrir tous ces gens qui nous aident et les nourrir, peut-être les ouvrir sur des nouveaux sujets. Je le disais, nous, on va vraiment réfléchir sur l'aspect intergénérationnel et santé psychologique au travail. Voilà, ça donne un peu de matière encore supplémentaire. Et puis livrer des petits outils, et j'en ai pris un là. Alors, promis, c'est pas volontaire, c'est un jeu de cartes. C'est assez marrant. Tout ça pour dire qu'il y a des bonnes vieilles recettes, d'avoir quelque chose dans les mains qui permet d'être animé en équipe. Et ben, ça nous permet de discuter, d'échanger et de maintenir les efforts en la matière sur du collectif. Merci beaucoup. On passe d'un jeu à l'autre. Chantal?
un tips, une opération coup de poing, genre celle que l'on a faite pour et avec une entreprise vendredi dernier, genre team building, il y avait 170 personnes sur la journée, avec une sensibilisation. Donc, on a joué la fresque, la diversité. Et ils enchaînaient après sur du questionnement dans l'entreprise. Je pense qu'en fin de journée, il y a eu une bascule dans l'entreprise. Il y avait accessoirement 170 personnes outillées pour passer à l'action et répliquer. Donc, je pense qu'on peut joindre l'utile et l'agréable, par exemple, dans des opérations de grandes journées de rentrée ou de team building. Waouh, 170 000 170. Ah, 170. Les milliers, c'est eux qui vont s'en occuper maintenant. Oui, ça va venir. Merci beaucoup, Chantal. Christelle? Alors, j'ai des tips très proches. Partage de belles histoires, je dirais. Partage justement de réussite, pour ne pas être dans le top-down, mais d'être vraiment... justement, alors là, dans l'inclusion, je dirais, de tous les collaborateurs et de l'engagement de tous. Nous, je vois, puisqu'on développe des communautés d'ambassadeurs des métiers, de mentors pour notre plateforme Job IRL et nos actions. On a même créé un rôle de happy ambassadeur, c'est-à-dire des ambassadeurs dans l'entreprise qui sont eux-mêmes ambassadeurs pour faire venir d'autres collaborateurs et faire grandir les communautés d'ambassadeurs dans les entreprises et avoir un maximum de représentativité des fonctions, des niveaux hiérarchiques, puisque moi, je suis convaincue que chacun a sa place à jouer, chaque métier est intéressant, chacun peut parler de son métier à des jeunes selon le profil des jeunes, et que justement, c'est aussi intéressant d'avoir des cadres sup qui s'engagent. C'est super parce que, ça donne un bon exemple, et puis c'est intéressant pour certains profils de jeunes, mais c'est aussi très bien d'avoir des gens qui sont à des fonctions techniques et autres, qui peuvent partager leur parcours, montrer aux jeunes qu'ils ont réussi après des formations dans l'artisanat, la technique et autres. Et donc, vraiment à tous les étages de l'entreprise. Et en plus, en termes de com interne, je dirais, et de motivation des collaborateurs, dire à un collaborateur, quel qu'il soit, ton expérience nous intéresse, ton parcours peut intéresser un jeune, et c'est pas toujours les cadres sup qui racontent la belle histoire à des pépites, parce que on reste entre pépites et entre gens de bonne aloi. C'est génial de dire aussi à tout collaborateur, parce que quand un collaborateur partage son expérience avec un jeune et que le jeune lui dit « Ah ouais, alors vous avez réussi et tout », il n'y a rien de plus valorisant que d'entendre un jeune s'intéresser à vous, vous dire que vous avez réussi votre parcours, que vous êtes sorti de votre cité et qu'aujourd'hui vous travaillez à tel endroit. Donc ça, c'est chouette. Merci. J'en profite pour vous remercier toutes et tous, et Benoît pour d'avoir été extrêmement concis. Alors évidemment, il y a peut-être des frustrations parce qu'on n'a pas pu développer tous les sujets, mais l'idée c'était d'avoir un panorama de ce que vous faites les unes et Benoît par rapport à vos bonnes pratiques et par rapport surtout aux choses qui marchent. Donc il y a deux bonnes nouvelles, c'est qu'on a un petit temps d'échange pour répondre à certaines de vos questions et on a une petite fiche contact qu'on va vous remettre à l'issue de l'atelier si vous voulez poursuivre les échanges et les questionnements auprès de nos différents intervenants. Donc à vos questions. La première, c'est toujours la plus difficile. Madame, on vous écoute. Le micro arrive. Allez, parlez fort. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sonia, je travaille pour la société Action. J'avais une question pour Madame Dardelé. Vous nous avez parlé d'un jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir, merci. Donc le voilà, les cartes, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la fresque du climat? Voilà, bon. Donc, inspiré de là, c'est-à-dire de la vulgarisation scientifique, parce que sur diversité et inclusion, on est vite niveau café du commerce et ça peut partir en vrille vite fait au passage. Donc, de s'appuyer sur des vraies définitions, sur des vrais chiffres, sur des rapports, sur des études, je pense que c'est déjà aussi un premier enjeu de sérieux. Ces cartes ont pour objectif donc de faire échanger les gens. Et on a beaucoup parlé dans la relation, c'est pas un truc uniquement cérébral. On applique la pédagogie dite tête, cœur, corps. Cœur parce qu'il y a des émotions derrière tout ça, et un peu d'empathie peut-être parfois développée pour certains publics si on veut que les choses bougent. Puis corps, c'est l'idée du passage à l'action, parce qu'une fois qu'on sait, c'est bien, mais si on fait, c'est encore mieux.
Donc, bon, via ces échanges, via non seulement les cartes, mais auxquelles on a ajouté des mini-jeux, parce que paradoxalement, c'est plus complexe que la fresque du climat, parce qu'on n'a pas tous la même planète, les mêmes travaux du GIEC, on est moins avancé sur le sujet, donc on a dû complexifier ou enrichir, on va dire, la pédagogie. Mais l'objectif, c'est déjà de permettre à tout le monde de mettre les mêmes significations derrière les mots. Donc, on définit toute une série de mots. Donc, déjà, on se met d'accord là-dessus. Et si on n'est pas d'accord, on en discute, voilà. Et puis ensuite, on prend conscience des chiffres. Et souvent, c'est une sacrée claque quand on se rend compte l'ampleur des discriminations, parce qu'il faut appeler un chat quand même, l'ampleur des inégalités, l'ampleur de leurs conséquences sur les entreprises et tout ça. Donc voilà, c'est ça le principe. Et puis, comme vous annonciez le partage de coordonnées, si vous en voulez plus, je vous donnerai le site sur lequel aller voir tout ça. Voilà. Une deuxième et dernière question. Bonjour, merci pour vos interventions. J'avais une question concernant la sensibilisation et l'étape, dans le processus, où est-ce qu'elle doit se placer. Moi, j'interviens en tant que référente handicap auprès de PME. Et leur question, c'est, moi, je veux recruter des gens en situation de handicap. Et moi, mon discours, c'est de dire, non, je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut que la direction rentre dans le projet, soit d'accord pour y aller. Il faut que les managers soient formés, il faut que les équipes soient sensibilisées. Et c'est difficile de leur faire entendre. Et je voulais savoir quel était votre point de vue. Pour moi, on commence par ça. On commence par ça, ne serait-ce que pour savoir ce dont on parle, ne serait-ce que pour être conscient que le premier billet, c'est de croire qu'on n'en a pas. Le jour où on a compris qu'on en a, on peut commencer à travailler là-dessus, en fait. Et donc, de recruter typiquement pour les bonnes raisons et les bons profils. Enfin, moi, je vais très, très tôt, en tout cas. Oui, je pense que ça doit se faire. Effectivement, il y a une phase de prise de conscience en amont. Ça peut se faire aussi en parallèle des actions, parce que ce que je partage complètement avec vous, c'est qu'il ne s'agit pas de recruter des profils différents si on n'est pas capable ensuite de les accueillir, de les intégrer, de les respecter avec toutes leurs spécificités. Donc finalement, cette question de sensibilisation, mais formation aussi, à créer un cadre de travail inclusif et à accueillir les individus avec toute leur singularité, c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle de l'action. Donc ça peut aussi être fait en même temps. Mais c'est nécessaire et fondamental. Oui, je partage complètement, parce que finalement, le point là, ce sera l'intégration. Et vous aurez beau avoir été sensibilisé il y a plusieurs temps, bien en amont, le jour J, il va falloir qu'on vous accompagne. Et je pense qu'il faut que vous ayez un petit peu de bagage et des acteurs aussi identifiés qui puissent vous aider sur cette sensibilisation et cet accompagnement. Et le mot de la fin pour remercier tous nos intervenants pour leurs pratiques, leurs idées, leurs outils extrêmement inspirants. Et si vous voulez poursuivre les débats tout au long de cette journée, je vous remercie. Je vous souhaite un bon forum.